Fidèles Divintius, bonjour. Nous recevons aujourd'hui, dans le cadre de notre émission Direct présidentielle, le professeur Albert Bourgi. Nous allons parler avec lui, échanger avec lui sur la question, sur l'arrêt rendu par le juge constitutionnel Koni Mamadou le mercredi 9 septembre dernier. Mais avant, pour les téléspectateurs, nous allons présenter qui est le professeur Albert Bourgi. Il est professeur émérite des universités, agrégé de droit public et de droit constitutionnel. Il a été longtemps éditorialiste à l'hebdomadaire Jeune Afrique de 1988 à 2002, où il a dirigé la chronique En Vérité. Il a été aussi chroniqueur ou éditorialiste à RFI de 1991 à 1996. Albert Bourgi est également auteur et co-auteur de plusieurs publications, dont La politique française de coopération en Afrique, le cas du Sénégal, qui est paru aux éditions LGDJ à Paris, aussi Le printemps de l'Afrique, paru aux éditions Hachette à Paris, et plusieurs articles qui sont parus dans certaines publications, dont la plus significative et la plus intéressante, c'est Le constitutionnalisme en Afrique, du formalisme à l'effectivité, paru à la Revue française du droit constitutionnel, qui est paru il y a une dizaine d'années. Professeur Albert Bourgi, bonjour. Oui, bonjour. Aujourd'hui, depuis le 9 septembre dernier, le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire a produit un article concernant la publication de la liste des candidats pour la prochaine présidentielle de Côte d'Ivoire qui devrait normalement avoir lieu le 25 octobre prochain. Quel est votre avis sur cet arrêt produit par le juge constitutionnel Koni Mamadou? Oui, enfin, c'est un arrêt d'abord produit par le Conseil constitutionnel, même si le Conseil constitutionnel lui-même, même si Koni Mamadou en est le président du Conseil constitutionnel. Bon, que vous dire d'entrée, c'est que je ne crois pas que cet arrêt qui valide les candidatures à la prochaine élection présidentielle, celle du mois d'octobre prochain, je ne crois pas que cet arrêt puisse faire date dans les annales du droit constitutionnel ivoirien. Pourquoi? Je vais y venir, et d'une manière plus générale dans le droit constitutionnel africain, le droit constitutionnel des États, de la plupart des États d'Afrique subsaharienne, en particulier francophones. Tout simplement parce qu'il s'est agi, en l'espèce, d'une banalité juridique qui a été réduite tout simplement à une formalité obligatoire avant, bien sûr, la tenue d'une élection présidentielle. Il faut que ça passe, que ce soit validé par l'organe compétent, en l'espèce, bien sûr, pour les candidatures, en l'espèce le Conseil constitutionnel. Ça a été fait d'une banalité juridique, j'ai envie de dire, il y a même du barbarisme juridique. Je pense à une expression. Qu'entendez-vous par barbarisme? Le barbarisme juridique, c'est-à-dire que c'est un terme qui n'a pas une expression qui n'a pas de véritable fondement juridique. C'est-à-dire que dans le cas d'espèce. C'est quoi? C'est quoi dans l'arrêt de. Il s'agit tout simplement de ce concept d'éligibilité dérivée. Alors bien évidemment, les juristes, vous savez, quand ils se penchent sur les arrêts des juridictions constitutionnelles, se posent des questions, le droit, qu'en est-il, de quoi ça procède, quelle peut être la portée juridique de cette expression, de ce concept. Il n'y en a pas de portée juridique. Tout simplement, on a habillé en quelque sorte du manteau juridique, disons, une décision à caractère éminemment politique. Il s'agit bien sûr de pouvoir justifier, malgré l'existence d'un article de la Constitution qui peut-être aurait pu empêcher la candidature d'Alassane Ouattara. C'est quoi cet article? L'article 35. Mais justement, il est bien connu, cet article 35, qui a été très controversé. Et peut-être que parfois justifier cette controverse, on pouvait évidemment la comprendre, émanant d'un certain nombre de cercles. Mais pour autant, si vous voulez, pour pouvoir surmonter ce fameux obstacle de l'article 35, on a inventé quelque chose qui est absolument insipide, juridiquement parlant. Et alors pourquoi, justement, on se demande d'ailleurs pourquoi cet article, fameux article 35, qui était à l'origine d'un certain nombre je le disais tout à l'heure, de controverses et même d'oppositions fermes. Article 35 qui a été même largement discuté aux accords de Marcoussis, après le déclenchement de la rébellion de 2002. Ça faisait partie, disons, des litiges de fond qui existaient, en tout cas, entre Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, et bien évidemment ses adversaires, dont le premier d'entre eux, Alassane Ouattara. On avait même dit que c'était un article confligène qui méritait donc d'être, à un moment ou à un autre, abrogé. Or,
Or, Alassane Ouattara, président de la République depuis 5 ans, aurait pu largement utiliser bien sûr, l'article de la Constitution qui l'autorise à demander l'abrogation. Éclairez-moi, pour vous, le spécialiste du droit constitutionnel. Mais apparemment, moi, quand je lis l'arrêt du juge constitutionnel Kone Mamadou, il aboutit, son raisonnement aboutit à l'article 35 où, dans son entame, il est dit clairement que le président de la République est rééligible. Oui, c'est ça. Donc, Alassane Ouattara, ayant été un président normal, sortant, ordinaire, donc sa rééligibilité ou son éligibilité découle certainement de son statut de président. Sauf que sa candidature, à l'issue de laquelle il a été élu, a été fondée sur un point, non pas de droit, mais sur un point politique. Ça procédait tout simplement de la signature d'un accord que chacun connaît, en tout cas que les Ivoiriens connaissent très bien, et même les non-Ivoiriens, c'est les fameux accords de Pretoria, qui prévoyaient tout simplement, et justement pour pouvoir régler un petit peu le conflit de fond dans le pays, en particulier mettre fin à cette fameuse rébellion, qui prévoyait précisément que tous les signataires des accords de Marcoussis pouvaient être potentiellement des candidats à l'élection présidentielle, c'est-à-dire au-delà, bien sûr, du libellé de l'article 35, c'est-à-dire qu'on occulte l'article 35 et, bien évidemment, on les autorise à être candidats, mais pour l'élection d'il y a 5 ans. Or, cela ne prévoyait pas du tout une espèce de pérennité de cette possibilité d'être candidat. Il fallait précisément revenir à la source, ce fameux article 35. Il ne s'agit pas de défendre l'article 35, il s'agit simplement de démontrer que l'arrêt du Conseil constitutionnel, celui qui a été présenté par Kone Mamadou, est un arrêt qui, en quelque sorte, n'a pas de véritable force juridique, s'agissant en particulier, si vous voulez, du recours, parce qu'il y en a eu un de recours en contestation de l'éligibilité d'Alassane Ouattara. Ça a été par un de ceux qui sont présentés, un des candidats potentiels, donc avait effectivement soulevé ce problème. Et on se demande pourquoi, justement, cet article n'a pas été abrogé. Tout simplement parce que la procédure, précisément d'abrogation d'un article qui concerne l'élection du président de la République, suppose que le texte qui pourrait le prévoir soit soumis à référendum. Ça soumis à référendum avec des risques politiques, sans aucun doute, que Alassane Ouattara n'a pas voulu prendre à ce moment. Mais pour vous qui annoncez que l'éligibilité dérivée est un barbarisme qui n'a aucun fondement juridique, aujourd'hui la décision pour vous du juge constitutionnel Kone Mamadou n'a aucun fondement, ne se fonde pas sur la constitution ivoirienne, mais la décision est prise. Et il est acquis en Côte d'Ivoire qu'aucune décision du Conseil constitutionnel n'est susceptible. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce qu'il y a à faire C'est bon, on accepte sur le plan du droit, les décisions, vous le savez comme moi, les décisions du Conseil constitutionnel, même lorsqu'elles sont des décisions que l'on peut considérer comme erronées, en force de loi. Donc c'est la décision en question et la validation des candidatures qui va en quelque sorte servir de socle à la prochaine élection présidentielle. C'est évident que ce sont ceux qui ont été retenus. Il y en a pas, je crois qu'il y en a eu 10 sur les 33. Tout à fait. Et dont fait partie, bien sûr, Ouattara, sur la base de ce concept, de cette notion d'éligibilité dérivée. Franchement, je crois qu'il y aura quelques commentaires dans quelques années, et je pense qu'en tout cas que le Kone Mamadou va en quelque sorte abuser quelques juristes, en tout cas qui viendront débattre de ce concept et chercher à comprendre véritablement de quoi il s'agit. Donc pour vous, l'éligibilité dérivée, pour les spécialistes, ça ne veut rien dire. Mais vous savez très bien que c'est pas simplement en Côte d'Ivoire. Il arrive souvent que dans la plupart de nos pays africains, la validation des candidatures ne soit pas toujours fondée en droit. Fondée en l'espèce, c'est la politique, disons, active en quelque sorte, qui a eu la suprématie sur le droit, disons, étymologiquement parlant. En l'espèce, le président de la République est donc le chef de l'État sortant, et politiquement parlant, et en habillant cela du manteau juridique, on a considéré qu'il pouvait l'être. Et du reste, il n'y a rien d'étonnant à cela.
Il n'y a Voilà, comme on pourrait dire, rien d'étonnant à cela. la décision est prise, l'arrêt est donné, la messe est dite. L'arrêt à force de loi, et que en réalité, euh, on ne peut, en tout cas les Ivoiriens auront sans aucun doute à décider par leur vote de l'accord qu'ils, ou implicite ou explicite, qu'ils donnent en quelque sorte par leur bulletin de vote à cette espèce de contournement, en tout cas du droit, par le Conseil constitutionnel. Mais en Côte d'Ivoire, pour ceux qui observaient un peu la vie politique, les décisions du Conseil constitutionnel ont causé beaucoup de problèmes. En 2000, avec Tiakoné, on a vu ce que ça entraînait, les partisans du président Alassane Ouattara qui descendent dans la rue. On voit en 2010, avec la décision de Yao Paul-Ondré, on a une crise post-électorale qui a près de 3000 morts. Aujourd'hui, on a l'arrêt de Kone Mamadou, du juge Kone Mamadou, qui est en train d'entraîner quelques manifestations dans les rues et villes de Côte d'Ivoire. C'est quoi en Côte d'Ivoire? C'est un problème de loi ou un problème d'homme de loi? Je ne crois pas qu'il y ait un problème d'homme de loi. Il y a de très bons juristes. Pardonnez-moi de le dire, il y a des constitutionnalistes qui sont reconnus internationalement, et que des constitutionnalistes ivoiriens. Le dernier en date, Francis Vaudier, est sans doute l'un des meilleurs constitutionnalistes africains, et d'une manière générale, l'un des meilleurs constitutionnalistes à travers le monde. Son autorité est largement reconnue. Alors, qui sait pourquoi, justement, je ne sais pas, on peut se dire, est-ce qu'il n'a pas pris les devants, c'est une hypothèse que j'aimais, pris les devants pour ne pas avoir éventuellement à être confronté à un problème juridique extrêmement complexe, un problème juridique dont certains voulaient absolument le régler par la voie tout simplement de la politique. Beaucoup disent qu'aujourd'hui, en fait, le problème en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a un contexte, un environnement sociopolitique qui se prête à certainement une situation qui pourrait être... qui pourrait entraîner une crise. Bien sûr, vous savez, je crois malheureusement que la décision du Conseil constitutionnel, qui est aujourd'hui, bien sûr, à force d'autorité, en droit, si vous voulez, cette décision du Conseil constitutionnel, il faut la comprendre un petit peu alambiquée, disons les choses comme elles sont. Il faut la rattacher, cette décision, au contexte général. Il est évident, cher ami, qu'on n'a pas soldé les comptes de la crise post-électorale d'il y a 5 ans. C'est clair. Et ça, c'est le principal échec de Ouattara. Sans vouloir revenir sur son élection, ou la validation de son élection, ou la manière dont cette élection a été proclamée, ou elle a été obtenue, mais je pense qu'il aurait pu profiter précisément de ces 5 années pour en quelque sorte établir un nouveau climat, un climat apaisé, sans lequel il ne peut pas y avoir de bonnes élections, et surtout de bonnes élections présidentielles. C'est l'élection la plus importante dans un État. On élit un président de la République pour 5 ans, qui est rééligible éventuellement. Ça signifie que c'est la plus haute autorité de l'État. Alors s'il y a une partie de la population qui se pose des questions sur son élection, et ça sera le cas, inévitablement, après, même s'il gagne demain, on dira mais il a gagné parce que précisément le droit a été en quelque sorte violé, on a tronqué les textes pour pouvoir justement le faire passer. D'abord le déclarer candidat en tant que tel, et le faire passer comme un président de la République dont l'élection a été quelque part peut-être aussi quelque peu chahutée. À la publication de la décision du Conseil constitutionnel le mercredi 9 septembre dernier, le président de l'Assemblée nationale, M. Soro Kibafoy Guillaume, s'est fendu d'une déclaration dans laquelle il disait il se satisfaisait de cette décision. Pour lui, c'était l'aboutissement du combat qu'il avait mené en étant à la tête de la rébellion qui avait débuté le 19 septembre 2002, et que pour lui, c'était finalement la fin de 15 années d'arbitraire et d'injustice, de la fin de l'ivoirité. La fin de l'ivoirité. Comment juger mais écoutez, la fin de l'ivoirité, mais il aurait fallu justement, pour mettre fin aux controverses de ce fameux article 35, il aurait fallu l'abroger. Tous les moyens existaient. Le président de la République avait la capacité, le pouvoir de le faire. Et sans doute, il aurait dû le faire, précisément. Il aurait dû le faire, ça aurait enlevé tout argument, justement, postérieur, comme c'est déjà le cas, ça sera le cas, et ça le poursuivra d'une manière ou d'une autre, à moins qu'on entre véritablement dans un climat politique beaucoup plus apaisé que celui du premier mandat. Donc je crois que, franchement,
Guillaume Soro est mal placé. Guillaume Soro est mal placé quand on connaît le passif politique, le passif tout court de ce personnage. De le voir comme deuxième personnage de l'État ivoirien a quelque chose, pardonnez-moi l'expression, de grotesque. Et puis, pardonnez-moi. Laurent Gbagbo avait fait de lui son Ouais, premier ministre, et il avait dit d'ailleurs qu'il avait été son il- meilleur premier ministre. Il l'a fait parce que on lui a imposé. On lui a pas quand même imposé, Soro, Guillaume. Cher ami, je ne sais pas si on lui a imposé Soro Guillaume comme Premier ministre. Les événements tels qu'ils se sont produits, bien souvent ces événements, vous le savez comment, provoqués ailleurs qu'en Côte d'Ivoire, l'ont inévitablement contraint à choisir et peut-être à dire que Guillaume Soro était un très bon Premier ministre. Sans doute, c'était peut-être un très bon Premier ministre, mais il a des antécédents qui ressurgissent à tout moment. Qu'il dise ça aujourd'hui, il ne fait au fond que ne pas rendre service à Koné Mamadou. Parce qu'on va le rappeler que Koné Mamadou était son second, je crois, au sein de la rébellion. Voilà donc un président du Conseil constitutionnel qui lui aussi a bafoué l'autorité de l'État, alors qu'il est censé incarner quelque part dans tout ce qu'il fait la préservation de l'état de droit. Or, l'état de droit a été complètement cassé, violé, bafoué, piétiné pendant une dizaine d'années par une rébellion. Notons, rappelons aux téléspectateurs que vous êtes aussi un ami de 30 ans du président Laurent Gbagbo, aujourd'hui détenu à la prison de Scheveningen à l'Aïe, à qui vous rendez très souvent visite. Oui. Vous pouvez nous expliquer aujourd'hui, pour nous dire un peu l'état d'esprit de cet ancien président de la République de Côte d'Ivoire? Bah, écoutez, l'état d'esprit, franchement, je vais y venir de Laurent Gbagbo. Pour dire que je suis un ami de Laurent Gbagbo depuis 30 ans, c'est un ami intime, avec lequel non seulement j'ai partagé une amitié, à la limite une affection, nos familles, mais j'étais également en phase avec les idées qu'il avait, qu'il défendait, avant même d'être candidat à l'élection présidentielle, avant d'être président de la République élu. Donc j'avais des points de convergence politique. J'ajouterais que j'ai été l'ami de Laurent Gbagbo, mais quand il a fallu précisément combattre l'ivoirité, j'étais aux premières loges. Pardonnez-moi, j'ai vu plusieurs fois Ouattara. Avant qu'il ne soit candidat, ou avant qu'il essaye d'être candidat, et avant, bien évidemment, qu'il soit élu président de la République. Ça signifiait qu'il y avait... J'ai écrit, j'ai produit des tas d'articles, je suis intervenu à plusieurs reprises contre cette idéologie absolument absurde, ignoble, et qui ne correspond pas du tout d'ailleurs j'ai envie de dire, à l'esprit même de tolérance qui existe en Côte d'Ivoire. Et je reviens à Laurent Gbagbo. Non, mais restons sur la question de l'ivoirité dont vous avez parlé. Je me souviens bien, au printemps 99, à Abidjan, vous avez tenu une conférence à laquelle vous aviez dit que l'ivoirité était un combat d'arrière-garde. Absolument. Qu'est-ce que vous entendiez par cela? Mais non seulement, j'entendais par là que c'était quelque chose, c'était une hérésie. C'était une hérésie qui n'avait pas sa place dans un système démocratique, qui n'a pas sa place dans un système démocratique que tous les Ivoiriens souhaitaient et pour lesquels les Ivoiriens se sont battus à partir de 90, avec la restauration, enfin l'instauration du multipartisme, qui était prévue par la Constitution en 60 et qui n'a jamais été, bien évidemment, appliqué ou mis en place, en tout cas ce multipartisme. Donc ça signifiait tout simplement que j'estimais que cette ivoirité était absurde et détestable, et il n'y a pas eu simplement cette conférence que j'ai tenue, c'est vrai, où il y avait d'ailleurs dans la salle de conférence, il y avait Laurent Gbagbo et son épouse, il y avait la secrétaire générale du RDR, puisque Alassane Ouattara n'était pas là, et je voyais Alassane Ouattara moi-même, je l'ai rencontré à plusieurs reprises, au contraire, et dans des endroits où je partageais avec lui cette révolte contre la décision de son allié d'aujourd'hui, Henri Konan Bédié. C'est Henri Konan Bédié qui est véritablement le géniteur, pardonnez-moi de l'expression, de l'ivoirité en Côte d'Ivoire. En tout cas, du point de vue pratique. Voilà. Revenons sur le président Laurent Gbagbo. Beaucoup de ses visiteurs, très souvent, nous confient qu'il maintient cette volonté du recomptage des voix de l'élection de 2010 pour la vérité historique, ou bien c'est pourquoi exactement? Mais non, je crois que si vous voulez, bien évidemment... il l'a dit à plusieurs reprises, avant même le dénouement tragique, du 11 avril,
cette espèce de tragédie qui s'est déroulée d'ailleurs sous les yeux de l'ambassadeur de France, qui est devenu par la suite le conseiller économique et financier de l'actuel président de la République. Alors ça vous donne une idée un petit peu du contexte de l'époque. Mais je voulais simplement dire que c'est pas simplement le recomptage. Je crois que Laurent Gbagbo est profondément attaché en quelque sorte au maintien ou à l'existence d'un climat apaisé en Côte d'Ivoire. Moi, je n'ai jamais vu Laurent Gbagbo, je l'ai vu à plusieurs reprises, seul la plupart du temps, avec mon épouse, parce que c'est un ami de la famille, avec un homme politique. Il ne tient que des discours modérés. J'ai pas vu le moindre indice d'animosité susceptible d'animer. Pas d'animosité, rien, calme. Mais est-ce que vous avez senti en lui quelqu'un qui veut être encore un acteur politique en Côte d'Ivoire? Mais vous savez, Laurent Gbagbo est un politique, profondément politique. Vous dire qu'il s'est détaché de la vie politique ivoirienne est une espèce d'aberration que certains prononcent en tant que telle. Bien sûr qu'il est informé, il suit, il écoute, mais pour autant il n'a pas de rancune, il n'a aucune rancœur. Moi je n'ai jamais entendu prononcer, pardonnez-moi l'expression, le nom de l'actuel président de la République dans nos conversations venant de sa part. Donc franchement, on parle de tout, de la politique, de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, de la Côte d'Ivoire. Il est ivoirien, s'il y a vraiment, j'ai envie de dire, un citoyen ivoirien, comment dirais-je, profondément attaché à son sol, à sa patrie, à son orientation politique. C'est un démocrate. Il a sans aucun doute été surpris. J'ai en mémoire un coup de téléphone de Laurent Gbagbo, comme il avait l'habitude de le faire le jour d'élections présidentielles ou législatives en France. Coup de téléphone de Laurent Gbagbo qui était en visite officielle en Inde et qui me demandait quels étaient les résultats. Est-ce que j'avais des résultats? C'était avant le fameux 20h. Et effectivement, j'avais les résultats et je lui ai annoncé donc que Jospin, qui était candidat à l'élection présidentielle donc en 2002, contre Chirac et bien évidemment Le Pen, que justement Jospin était éliminé et que les candidats pour le deuxième tour seraient donc Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. Et je l'ai entendu dire, Albert, mon Dieu. Donc, si vous voulez, il sentait littéralement, c'est-à-dire qu'il y a eu une espèce d'hostilité personnelle. Même pas Chirac, mais pas Chirac en tant que tel. L'entourage, le conseiller, comment il s'appelle, Bonnecorse et autres, tout ce monde-là, il y a eu véritablement. Et puis je crois franchement qu'au-delà même des hostilités de l'entourage ou de Chirac, c'était profondément, on dirait, politique et ça concernait l'ensemble de l'Afrique. La crainte, si vous voulez, que l'expérience de Laurent Gbagbo ne puisse faire tâche ailleurs et bien évidemment, pourquoi ne pas le dire, influencer le cours politique dans la plupart des États africains qui ont gardé des liens très étroits et disons les choses parfois un peu incestueux. Dernière question concernant le parti d'origine de Laurent Gbagbo, le Front populaire ivoirien, le FPI. En début d'année, au mois de janvier, une forte polémique controverse a divisé, a déchiré sa formation politique d'origine. Est-ce que Laurent Gbagbo, vous qui le fréquentez, qui le visitez assez souvent, a vraiment voulu être candidat à la tête, à la présidence du Front populaire ivoirien? Écoutez, moi je pense que je n'ai pas de certitude. On lui a proposé d'être candidat à la présidence Il a accepté du Front populaire ivoirien. Je ne peux pas vous dire expressément s'il a accepté, parce que moi, devant moi, il ne me l'a pas dit en tant que tel, mais certains disent qu'il... Mais ça fait du bruit, vous en avez certainement parlé. Bien évidemment, j'en ai parlé. Mais par contre, président ou pas président, c'est vrai que la dérive, tout au moins les décisions prises par le FPI dissident, vous savez, j'ai envie de dire que... Le FPI dissident, on parlait de qui? Bah écoutez... Afin Guessant ou Aboudraman Sangaré? Non, le dissident, c'est Afin Guessant, qui est sans doute quelqu'un de brillant. Je l'ai vu, je le connaissais pas très bien. Par contre, j'étais là le jour où Laurent Gbagbo, c'était au quartier général, le jour même ou le lendemain de la proclamation de son élection, je l'ai vu défendre la nomination
Afine Guessan comme Premier ministre, qui n'a pas fait l'unanimité dans le petit camp réduit, disons, du FPI à ce moment-là. Il l'a, d'une certaine manière, imposé parce qu'il considérait que c'était l'homme de la situation, celui qui pouvait être véritablement son Premier ministre, capable de mettre en œuvre un certain nombre de décisions que lui voulait absolument mettre en œuvre le plus rapidement possible. Merci, M. Albert Bourgi. Dernière question aujourd'hui, au vu de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire, vous qui avez été un électoraliste assez avisé dans beaucoup de médias et concernant, que vous connaissez bien la Côte d'Ivoire, en 30 secondes rapidement, quelles sont vos perspectives pour vous pour la Côte d'Ivoire? Moi, écoutez, moi je crois que les perspectives, elles peuvent être sombres. Elles peuvent être sombres si Ouattara continue dans son espèce de volonté de durcir un petit peu les rapports. Je crois qu'il n'y a pas d'autre possibilité que d'instaurer une démocratie apaisée. Or, Ouattara, depuis 5 ans, n'a strictement rien fait. Vraiment strictement rien fait. Il s'en tient simplement à des discours sur la réconciliation. Il n'a rien fait véritablement pour faire en sorte que les Ivoiriens se retrouvent et pourquoi pas bâtir quelque chose de plus solide et peut-être effacer un certain nombre de rancœurs, effacer un certain nombre de, comment dirais-je, de frustrations. Alors, pardonnez-moi, je vais dire un dernier mot. Il donne l'impression, pas l'impression pour ma part, c'est quelqu'un tout simplement qui a voulu, qui a voulu sa revanche et qui reste un revanchard politique. Merci. Chers téléspectateurs d'Evennews TV, espérons que vous avez eu du plaisir à suivre cette émission, comme nous avons eu beaucoup de plaisir à vous la présenter. Merci, professeur. Merci.